Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette couverture spéciale sur les derniers événements en Égypte et par le monde. Et on commence notre couverture sur cette nouvelle où le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le pays après avoir participé au sommet du G20 à Rio de Janeiro au Brésil. Le président el-Sisi avait participé aux réunions du G20 en réponse à l'invitation de son homologue brésilien Lula da Silva. Le sommet a également vu le lancement de l'Alliance mondiale pour la lutte contre la faim et la pauvreté. L'Égypte a rejoint cette alliance croyant en l'importance de relever ces défis. Le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé ce lundi l'adhésion de l'Égypte à l'Alliance mondiale du G20 pour lutter contre la pauvreté et la faim, vu l'importance de relever ces défis qui incarnent les inégalités dans le monde. Selon le chef de l'État, il n'y avait aucun moyen de lutter contre la faim et la pauvreté sans l'établissement des partenariats internationaux équilibrés avec les pays en développement. En marge du sommet, le président Sisi s'était réuni avec son homologue nigérien. La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment l'économie, le commerce. Le président Sisi a également rencontré le premier ministre de Singapour. Les deux parties et Sisi s'est entretenu aussi avec Prince héritier d'Abu Dhabi. Lors de cette rencontre, el-Sisi et Al Nahyan ont discuté des moyens de renforcer les relations étroites entre les deux pays, de liens historiques forts au niveau populaire et officiel. Également entretenu avec la présidente tanzanienne Samia Hassan, l'entretien a porté sur les moyens d'approfondir les fortes relations entre les deux pays à la lumière d'intérêts communs de renforcer tous les aspects de la coopération. El-Sisi a eu aussi des réunions avec plusieurs dirigeants mondiaux, dont l'émir de Qatar, le secrétaire général des Nations Unies, le président français, le premier ministre britannique, le premier ministre espagnol, le chancelier allemand et la présidente de la Commission européenne. Le chef de l'État s'est entretenu également avec le président du Conseil européen et la directrice générale du Fonds monétaire international. Ils ont discuté de l'évolution de la situation régionale et internationale d'intérêt commun. Dimanche, le président Sisi et son homologue brésilien avaient publié un communiqué conjoint dans lequel ils ont annoncé la promotion des relations bilatérales au niveau de partenariats stratégiques et ce, à l'occasion du 100e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Égypte et le Brésil. Toujours sur la scène locale, le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative. Lors d'une conférence de presse, Dr Madbouli a évoqué l'intérêt accordé par l'État au dossier de l'énergie, mettant l'accent sur la stratégie nationale de l'énergie intégrée et durable qui a pour but de se transformer à l'énergie renouvelable à 42% en 2030 et à 6% en 2040. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a confirmé la position inchangée de l'Égypte soutenant Gaza et le Liban, et ce lors de sa participation au sommet du G20. Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres dans la nouvelle capitale administrative, Madbouli a indiqué que l'État accorde un intérêt majeur à l'industrie. C'est pourquoi le constructeur automobile El Nasr Auto est de nouveau mis en fonction. Madbouli a souligné que des accords sont signés pour la production de nombre de divers types dans cette usine, rappelant qu'El Nasr Auto fait part du patrimoine de l'Égypte et que sa mise en fonction fait part de la stratégie de l'État. Évoquant le programme des cotisations, Madbouli a indiqué que ce programme ne vise pas la vente, mais qu'il a pour but de mieux exploiter les biens de l'État. Il a également annoncé la création du Conseil suprême de la construction automobile, assurant que l'État offre de nombreuses primes pour localiser cette industrie et lever à 75% le taux du composant local.
Madbouli a d'autre part déclaré que nombre d'accords ont été signés entre l'Alliance et l'Emirati Nasdaq City Infinity Hassan Allem, opérant dans le domaine de l'énergie renouvelable. Les accords portent sur l'achat de l'énergie et l'installation des centrales de l'énergie solaire à une capacité de 1,2 watts. Passons à la scène régionale et la crise au Proche-Orient. L'émissaire américain qui tente de parvenir à un cessez-le-feu entre le Hezbollah libanais et Israël en guerre ouverte depuis 2 mois a annoncé aujourd'hui qu'il se rendrait le jour même en Israël après avoir accompli des progrès à Beyrouth. Après son second entretien en 2 jours avec le président du Parlement Nabih Berri, l'émissaire américain Amos Hochstein a déclaré qu'ils ont fait des progrès supplémentaires afin de parvenir à un cessez-le-feu entre le Hezbollah libanais et Israël. Il a ajouté qu'il va se rendre dans quelques heures en Israël pour tenter de conclure cela si possible, précisant qu'il était prévu qu'il aille poursuivre ses entretiens en Israël en cas de progrès au Liban. M. Hochstein tente d'obtenir l'aval de 2 parties sur un plan américain prévoyant un cessez-le-feu et le retrait des forces israéliennes du Liban sur la base de la résolution 1071 de l'ONU. Cette résolution stipule que seule l'armée libanaise et les casques bleus soient déployés à la frontière avec Israël dans le sud du Liban. Citons qu'Amos Hochstein était arrivé mardi au Liban et a rencontré, outre M. Berri, le Premier ministre Najib Mikati et d'autres responsables politiques, dont le chef du parti chrétien des forces libanaises, Samir Yahya, hostile au Hezbollah. Il a étudié avec les responsables libanais certaines modifications au plan américain de cessez-le-feu, selon un diplomate. Les détails du plan n'ont pas été révélés, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti lundi que son pays continuerait de mener des opérations militaires contre le Hezbollah, même en cas d'accord de trêve, ce que les dirigeants libanais refusent. Rappelons que les violences entre Israël et le mouvement libanais ont fait plus de 3540 morts depuis octobre 2023, la plupart depuis qu'Israël a déclenché fin septembre une campagne massive de bombardement, une offensive terrestre. Côté israélien, 79 militaires et 48 civils ont été tués en 13 mois. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé aujourd'hui la mort de 17 personnes, dont un bébé, dans des frappes israéliennes sur le territoire palestinien. Plus de détails dans ce commentaire. Dans les territoires palestiniens occupés, le porte-parole de la défense civile a déclaré que des tirs nocturnes de l'artillerie israélienne ont tué un bébé dans le camp de Nusayrat, dans le centre de la bande de Gaza. Il a précisé que 2 autres personnes ont été tuées près d'un puits à l'ouest de ce même camp. Une frappe de drone a aussi tué 2 personnes, dont une jeune fille de 15 ans, sur une école transformée en refuge pour les Palestiniens déplacés à Betlaïa, dans le nord. À Jabalia, les secours ont retrouvé mercredi les corps de 7 personnes sous les décombres d'une maison touchée par une frappe aérienne israélienne la veille au soir, a ajouté la défense civile de Gaza. Toujours selon cette organisation, des frappes sur un immeuble résidentiel ont fait 2 morts et des blessés dans le quartier Sabra à Gazaville, tandis qu'un membre de la défense civile qui essayait d'évacuer des blessés a péri dans le même quartier. À Zaytoun, un autre quartier de la ville, une frappe aérienne a tué une autre personne et fait plusieurs blessés, a ajouté le porte-parole de la défense civile. Dans un communiqué, l'armée d'occupation israélienne a fait état de la mort d'un de ses soldats dans des combats dans le nord de Gaza, dans lesquels un officier a aussi été gravement blessé. À Jabalia, à l'extrême nord, les secours ont retrouvé mercredi les corps de 7 personnes sous les décombres d'une maison touchée par une frappe aérienne israélienne la veille au soir. Une autre personne a péri quand un groupe de Palestiniens a été pris pour cible près d'une école à l'est de Rafah. 4 blessés sont aussi à déplorer. Toujours selon la défense civile palestinienne, des frappes sur un immeuble résidentiel ont fait 2 morts et des blessés dans le quartier de Sabra à Gazaville. À Zaytoun, un autre quartier de la ville, une frappe a tué et blessé plusieurs personnes. Et avec nous un téléphone avec l'ambassadeur Midhat El-Miligi. Bonsoir, mon Excellence ambassadeur Midhat El-Miligi. Bonsoir à vous.
Qu'est-ce que vous pensez de la mission américaine pour parvenir à un accord d'un cessez-le-feu au Liban? Bon, premièrement, il y a des étapes à suivre et que malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu un vrai succès pour cette administration américaine pour arriver à un cessez-le-feu. Ils ont parlé de dizaines de cessez-le-feu à Gaza pour les Palestiniens. Ils ont tous échoué, malheureusement, à cause de la position israélienne qui ne veut terminer et achever les raisons de la guerre, de son point de vue. Alors, en ce qui concerne le Liban, on espère que les États-Unis pourront cette fois le faire, malgré que c'est une période où l'administration américaine est la plus faible. C'est la période intérim entre le président Biden et le président Trump qui prendra le pouvoir en janvier. Et c'est connu que c'est une période très délicate où les États-Unis n'ont pas vraiment une vraie pression sur Israël. Et je pense que Israël, si elle veut arriver à un cessez-le-feu, ils vont le faire pour le président Trump, qui l'attendait beaucoup plus que le président Biden, qui, selon eux, n'a pas été l'ami d'Israël comme il le fallait. D'accord. Et en parallèle, pour la crise, bien sûr, à Gaza, comment, Monsieur l'ambassadeur, ton Excellence voit une solution pour cette crise qui est aussi très important de trouver une solution pour cette crise? Alors, je pense qu'on a tous suivi les efforts égyptiens avec l'administration américaine et avec les Israéliens de pouvoir arriver à un cessez-le-feu. L'Égypte a même présenté à un certain moment une trêve de 2 jours seulement qui a été refusée malgré la simplicité de la trêve. Mais ça a été quand même refusé par Israël, ce qui montre à quel point Israël ne paie aucune attention, que ce soit pour ses otages ou bien pour la vie palestinienne, ou certainement pas pour le droit international humain. Alors, si Israël n'est pas prêt, ce qu'on l'a vu toujours, pour arriver à une trêve ou à un cessez-le-feu, alors rien ne prendra place parce que les États-Unis ne vont jamais exercer une vraie pression sur Israël et ils sont les seuls à pouvoir presser Israël. Jusqu'à maintenant, il n'y a même pas une condamnation sérieuse de la part des États-Unis ou des pays de l'OTAN pour pouvoir presser Israël à se plier au droit international. Alors du coup, je trouve que la solution, à cause de la faiblesse américaine, ne cessera que quand Israël pense qu'il est temps d'arrêter la guerre. Mais avant cela, je trouve qu'il n'y a aucune influence qui peut être exercée sur Israël pour qu'elle se plie au droit international ou bien même pour la sécurité de ses propres otages qui sont en train de mourir l'un après l'autre à cause des raids israéliens sur les territoires palestiniens. Bien sûr, la crise est difficile à gérer et a besoin d'une médiation de la part des États-Unis et de l'Égypte qui joue un grand rôle pour trouver une solution pour cette crise. Merci, Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence Medhat El-Melighi, et on continue avec nos nouvelles, où des pays européens et les États-Unis ont déposé une résolution condamnant le manque de coopération de l'Iran dans le dossier nucléaire, malgré une mise en garde de Téhéran. Ceci intervient au premier jour aujourd'hui d'une réunion de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne.